Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Pas de soucis. Alors merci à tous d'être venus, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, un peu surpris. Donc je m'appelle Jean-Yves, je suis ingénieur data chez Viséo. Et donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter comment faire du machine learning avec Spark et Scala. Alors c'est un peu comme le cinéma, j'ai deux petits slides de pub. Deux événements qui vont arriver prochainement, c'est Spark Summit San Francisco et Spark Summit London. Si vous vous intéressez vraiment à l'actualité de Spark, sur tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, donc en général c'est un peu comme une meet-up, les vidéos sortent en ligne, il y a des sujets très très intéressants sur l'industrialisation, les use cases de machine learning et aussi le futur du projet Spark. Moi je suis un peu vraiment en attente du 6 juin que les vidéos sortent. Deuxième type d'événement, là c'est plus si vous vous intéressez à Scala. Vous avez le Lyon Scala User Group qui propose une session débutant le 6 juin. Ça s'appelle Dans Scala et c'est sous forme d'un petit GitHub. C'est vraiment sympa pour démarrer. En plus, vous êtes accompagné petit groupe par vraiment des professionnels du langage. C'est plutôt sympa. Et sinon, un peu plus loin dans le temps, Scala.io, la conférence. Vous avez la chance, c'est ici à Lyon. C'est la dernière semaine d'octobre. Et donc cette année, ils poussent un petit peu le train un peu plus loin. Vous allez avoir des meet-up, des workshops sur Scala, AK et aussi probablement Spark. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a des classes, et je crois que les classes sont déjà ouvertes. Et même chose si vous voulez proposer des trucs, n'hésitez pas. Alors fin de la pub, c'est un petit peu pour présenter l'entreprise Viséo. Donc on est des spécialistes de la donnée dans un secteur très localisé qui est le pneumatique. Donc on existe depuis 2009, donc, ici à Lyon en France. Aujourd'hui on est une société de 80 personnes et une petite présence actuellement en Chine et aux US. On est présent sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Twitter. Et donc on est très très sur la stack Scala, donc notamment Spark, Kafka et AK. Donc c'est un petit peu ce qui, dans l'idée, ce qui a provoqué ce méthode. Alors, je représente un deuxième slide sur vraiment ce qu'on fait chez Viséo et quel est notre data workflow. Donc, globalement, Viséo, sa vocation d'être, c'est de construire un référentiel de données, c'est la base de données qui est en dessous, sur le pneumatique, le véhicule et aussi la partie vente. Donc, pour acquérir ce référentiel, on a vraiment des chaînes d'intégration de données très hétérogènes. On a de la collecte sur Internet, sur les réseaux sociaux et aussi auprès de nos partenaires. Donc, le bloc qui est ici, c'est un petit peu notre moteur de qualification qui nous sert à intégrer ces données dans notre référentiel. Et ensuite, notre modèle économique il est vraiment basé sur l'analyse. On ressort principalement une partie de DataVis. C'est essentiellement le dashboard des exports de données. Et on a aussi une partie B2C qui s'appelle Resulteo. C'est un comparateur de prix de pneumatique en ligne pour les consommateurs. Donc face à toute cette chaîne de traitement et de stockage, on a bon nombre de use cases de machine learning. Donc, notamment, ce qui nous intéresse, c'est la détection des cycles de vie, la présence d'un pneu par exemple sur Internet ou sur un réseau social. La partie qualification automatique des données, c'est-à-dire quand on collecte une information X ou Y, comment on l'associe de manière automatique via du machine learning à notre référentiel. Et on fait beaucoup d'autres use cases, notamment de l'analyse de sentiments. C'est de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à un pneu ou un véhicule sur les réseaux sociaux. Et aussi un autre use case que je vais présenter un peu plus tard, donc la détection d'anomalies, parce que quand on fait de la qualification de données, on a plein de problèmes, des choses qui se passent mal. On peut aussi utiliser le machine learning pour pallier ce problème-là. Et donc deux petits use cases additionnels que je vous présente ici notre partie de l'utilisation, donc notre petite Resulteo. Le principe de Resulteo, c'est de faire un petit peu du Google-like. Vous avez en entrée un champ de recherche. Donc, vous tapez un petit peu ce que vous voulez. Je voudrais des pneus pour ma Clio 3 ici à Lyon. Donc derrière, on a des use cases de traitement du langage naturel, donc de la NLP, et aussi un moteur de recommandation. Donc en fonction de si vous êtes sportif, si vous mettez des pneus pas chers, vous proposez des pneus différents, en fonction aussi de ce qui s'est passé sur Internet. Je vous donne l'URL si ça vous intéresse. Alors, un point de vue organisation, c'est pas toute l'organisation, c'est
de nos deux principaux départements. Et je vais me faire trucider pour ces trois slides, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Donc on a une séparation assez classique entre la R&D, donc un petit peu la pôle data scientist, qui elle va utiliser des technos Python, R ou MATLAB, et l'IT qui est plutôt sur la partie industrialisation. Donc là on est vraiment sur du Spark, du Java, et aussi un gros pôle d'expertise en Scala. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, il y a eu vraiment un mur entre ces deux mondes, vraiment un gros mur de glace. Donc en fait, on avait un peu l'impression que de l'autre côté vivaient un petit peu des sauvageons, on ne savait pas trop ce qui se passait et ce qu'ils faisaient. Et donc, heureusement, pour nous, c'est passé l'inverse de notre histoire. C'est l'été qui est venu, donc le mur a fondu. Il s'est transformé en un super data lake. Et donc on a commencé à vraiment mûrir plein de choses sur la partie Scala et aussi à communiquer avec notre data scientist et data engineer pour vraiment penser nos algorithmes machine learning et aussi des algorithmes non machine learning vers des technos vraiment scalables et du Spark vraiment le plus tôt possible. C'est un petit peu l'idée derrière ce meetup, ce qui me motive un peu à vous présenter ça aujourd'hui. On va essayer de voir un petit peu les concepts et les outils de Spark et aussi, on va vraiment zoomer sur la partie Spark ML pour que, un petit peu dans cette optique de data lake, les data scientists pensent vraiment distribuer et Scala dès le départ. On va commencer par une petite partie théorique et ensuite on fera un rec sur un use case pour voir un petit peu comment ça s'est passé pour nous. Est-ce que c'est un petit peu impliqué sur notre stack Spark? Et on en déduira un petit peu l'état de l'art de l'écosystème Scala et Spark. Et tous mes exemples sont bien entendu Scala. Le but, c'est pas du tout de faire l'apologie de ces deux frameworks, c'est plutôt de donner un feedback vraiment objectif sur ces technos-là, dans quel secteur elles sont bonnes et dans quel secteur on a vraiment eu beaucoup de difficultés. Alors Scala, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage qui est basé sur la JVM. Donc beaucoup disent que c'est un super Java. Pour les puristes, c'est pas du tout ça. Et donc il a la particularité de lier le monde objet, l'objet orienté, à la programmation fonctionnelle. Le tout avec un système de type vraiment très très fort. Et ce qu'on appelle de l'inférence. Donc l'inférence, c'est la capacité du compilateur à deviner quel est le type d'une variable. Du coup, on en reparlera, on verra que nous, ça nous a beaucoup. Alors, c'est le terme un peu hype, functional programming. Qu'est-ce que c'est vision? Pour nous, si on prend un programme en T-fonction minimaliste, si on va prendre deux types, un type A et un type verbé, et un type B, on va chercher à appliquer une fonction pour passer de l'un à l'autre, tout simplement. Alors pour créer un type en Scala, c'est super simple, vous avez une classe. Ici j'ai créé une case class avec trois champs qui sont très minimalistes. Donc ça c'est un type. Et pour ajouter une fonction, j'utilise l'instruction def, qui me permet d'aller vers une nouvelle valeur. Donc ça, cette notion de type et de fonction, elle amène à un vrai problème qui s'appelle l'immuabilité. Donc c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire avec un programme Spark, un programme très fortement distribué, c'est à venir chaîner les types et à appliquer une série successive de transformations pour créer un programme. Donc là, je vous ai mis un petit programme classique avec une entrée, deux étapes intermédiaires et une sortie. Donc je devrais réfléchir à quelles sont les fonctions, quelles sont les transformations que je vais appliquer pour faire mon programme. Et Spark, en fait, il fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il va regarder la structure de votre programme, il va regarder toutes les fonctions et toutes les étapes intermédiaires que vous avez faites. Ici, je vous ai mis un petit extrait de la Spark UI, donc c'est une HM qui va afficher le résultat de votre programme. Et donc, en fait, il vous construit le DAG, donc c'est le graphe acyclique de toutes les fonctions qui représentent les étapes de votre programme. Donc, ce qu'on appelle l'immuabilité, donc les objets legacy immutables, c'est-à-dire que toutes les structures de données et les valeurs que vous avez créées, vous ne pouvez pas les modifier. La seule façon d'avancer, c'est d'en créer une autre, de la modifier. Et pour modifier ça, il faut utiliser des fonctions. On trouve la programmation fonctionnelle en 5 minutes. Alors, dans le cadre du machine learning, tout à l'heure on a un programme un petit peu linéaire avec un in et un out, ça change un petit peu. On n'a pas vraiment un in. En entrée, on va avoir
de la data. Et on va chercher une première fonction, une première étape de transformation, pour construire un modèle de prédiction. Et ensuite, à partir de ce modèle et d'une deuxième donnée, on va appliquer une deuxième transformation pour obtenir des prédictions. Voilà. On faisait un petit peu la vision fonctionnelle d'un programme de machine learning générique. Pour donner des noms abstraits à ces fonctions, on va parler d'apprentissage pour la première, on crée un modèle, et la partie prédiction pour la deuxième. Alors je rajoute volontairement une première étape, une fonction et un type en plus. Pour la partie préparation des données, qui est, à mon sens, un peu souvent négligée. Et en fait, je le mets volontairement, hein, c'est parce qu'en fait, dans l'écosystème Spark, ça va être deux étapes différentes. On verra tout à l'heure. Alors Spark, c'est un framework de calcul distribué qui est écrit en Scala. Et donc vis-à-vis du schéma qu'on vient de présenter, quelle structure de données, donc quel type il nous propose, et quelles sont les transformations et les fonctions que je peux appliquer pour faire mon algo de machine learning. Alors pour débuter, donc on en parlait tout à l'heure, vous avez deux solutions si vous voulez vous y mettre. Vous avez la méthode vraiment orientée développeur, que vous installez IntelliJ, vous installez plugin Scala, vous avez les templates. Donc là, vous êtes tout de suite sur un Spark Node Standalone. Vous pouvez créer vos premiers types et vos premières fonctions. Ou alors vous avez la solution un petit peu notebook. Là, c'est une appli que vous téléchargez, vous avez un petit peu l'équivalent d'un IDE avec un Spark préinstallé. Donc, je viens d'installer IntelliJ ou mon notebook. Donc, pour démarrer mon programme de machine learning, j'ai une première valeur à créer. Donc, ça, c'est la terminologie Spark 2. Ça s'appelle la Spark Session. Donc, la Spark Session, il faut que vous pensiez que Spark est un programme distribué. Donc, je vais chercher à créer des structures sur plusieurs lignes qui sont ici en dessous. Et sur votre Spark Session, vous êtes vraiment le maître, c'est-à-dire que vous pilotez vos node workers et vous allez pouvoir lancer des instructions. Il y a cet objet, d'ailleurs il s'appelle Spark. Donc, dans certains notebooks, c'est Spark Context, donc c'est SC. On utilise rarement SS, je pense que vous pouvez l'histoire. Donc une fois que vous avez cette Spark Session, donc un petit peu votre valeur de départ, vous allez pouvoir créer vos premiers objets distribués sur vos workers node. Je vous ai mis plusieurs exemples ici. Vous avez une fonction de read. Ici, je vais lire un fichier texte, tout simplement. Et après, je peux aller vraiment. Les API Spark 2 sont vraiment sympas dans ce sens-là. Vous allez pouvoir tout de suite trouver les fonctions qui vont bien, en fonction du type que vous voulez. Donc, du parquet, du JDBC pour la base de données, du JSON, du CSV, et ainsi de suite. Alors, je m'arrête un petit peu sur cette fonction ici, parallèle. Donc ça, en fait, ça permet de passer d'une séquence Scala pure, qui elle est dans votre driver, dans votre maître. Et le mot parallelize, il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que ces trois éléments-là, Spark, il va les découper, il va les envoyer sur vos différents workers. Je vous ai mis un exemple de Glyph. Ici, c'est une structure de données qui a dessus plus de 25 éléments. Et donc le Spark, il va vraiment découper votre dataset et il va vous l'envoyer de façon plus répartie sur vos workers. Un petit peu la première étape. Alors, quand on appelle ces fonctions de read en Spark 2 ou même en Spark 1, c'est vraiment super difficile d'expliquer aux débutants qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, vous en renvoie potentiellement trois types de données différents. J'ai vu un truc là-dessus pour un exemple. Intéressant, ils appelaient ça les trois mousquetaires de la data, de Spark. Et puis, fatalement, en fait, il y a un petit quatrième caché. On verra apparaître peut-être ça. Alors, le premier type intéressant, s'appelle la data frame, qui vient de, si vous utilisez R ou Python, c'est exactement la même chose. Vous créez une structure de données qui représente l'équivalent d'une table SQL. Vous vous retrouvez avec une table SQL complètement distribuée sur le worker node, par un T-colonne. Et ensuite, pour accéder à la donnée, vous obtenez ce qu'on appelle une row. C'est vraiment utiliser votre dataset ligne à ligne. Et donc, vous êtes obligé d'aller faire des getString le nom du champ. Ou ici, ce serait un getInt de partie de la menu pour ce dataset-là. Donc, la data frame, elle n'était pas là tout de suite au début de Spark. Donc, elle a
Je crois qu'il a été officialisé en 1.5. Ça n'a pas tardé un peu avant en expérimental. Mais j'ai choisi quand même de la présenter en premier, parce qu'elle est vraiment naturelle pour des pythonistes ou des gens qui galèrent. Et en Spark 2, donc plus récemment, il y a 2 ans, on a introduit le deuxième mousquetaire, qui est le cousin de la DataFrame, qui s'appelle le dataset. Donc le dataset est rigoureusement équivalent, donc c'est l'équivalent d'une table distribuée. Sauf qu'au lieu de faire des requêtes SQL dessus, vous allez créer vraiment des types Scala. Vous allez pouvoir appliquer les opérations standards de la programmation fonctionnelle. Donc la dataset API, elle est disponible uniquement en Java et en Scala, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai ces 2 objets DataFrame et dataset. Donc je peux monter toutes mes données en mémoire. Donc ensuite, je peux utiliser soit le mode SQL de la DataFrame pour venir faire des instructions pour faire des jointures ou des agrégations sur mes datasets, soit je peux utiliser la dataset API pour écrire un programme Scala pour agréger mes données. Ici, 2 petits exemples très simples. Je fais un petit loop by key fonctionnel qui calcule le prix moyen par zip code sur un dataset. Et ici, une jointure, c'est simple, avec une clause web. Et donc, vraiment, je trouve que Spark 2, avec ses 2 mousquetaires, donc notamment le nouveau, la dataset API, vous pouvez obtenir des codes. Donc, ça ne sert à rien de lire tout ça, en fait. Il faut vraiment retenir, c'est que vous avez la capacité en fait, à mixer du SQL si vous êtes à l'aise, avec du code Scala pour faire des agrégations. Vous pouvez vraiment passer d'un type SQL pur, pour faire du group by si ça vous plaît, passer dans le monde Scala en écrivant une caisse classe et faire des fonctions, puis revenir au SQL et ainsi de suite. Et avec ça, en fait, on a vraiment une souplesse de programmation qui est super intéressante. J'ai parlé tout à l'heure d'inférence de type. En fait, l'inférence de type, ça va être la capacité de Scala de passer en fait tous ces champs qui sont ici à la caisse classe ici qui s'appelle d'ailleurs ça price. En fait, il devine en quelque sorte le type des éléments, il vérifie s'ils sont compatibles entre eux, et puis vous pouvez switcher de cette manière. C'est super intéressant. Et puis le dernier mousquetaire, le RDD, qui lui est là depuis le début, qui s'appelle le D, le dernier D, c'est aussi dataset. C'est une structure de données distribuée, qui est un petit peu l'ancêtre du dataset, qui lui ne bénéficie pas du nouveau moteur d'optimisation de Spark 2 qui s'appelle Tungsten. Je vais un petit peu ici, donc là vous avez un petit peu la timeline du projet. On a commencé en Spark 1.0 avec des RDD typés, puis en Spark 1.4, la DataFrame est apparue pour faire le mode SQL. Et aujourd'hui, avec Spark 2, vous avez ce qu'on appelle l'Unified Dataset API, qui est un petit peu l'unification des deux mondes, et la capacité vraiment de switcher un petit peu ce qu'on veut. Alors pour ceux qui font du streaming, le dataset remplace aussi l'ancien DStream. En fait, on va avoir le même code pour le mode batch. Alors l'autre gros intérêt de ce projet Tungsten et de la dataset API, c'est que si vous restez dans ce mode-là, pour toutes vos erreurs d'exécution, fameuses saplantes, non-batchment et votre 24 heures de machine learning, et ben, avec une dataset API, toutes les erreurs de typage et les exceptions sont garanties à la population. Vous êtes quasiment sûr d'aller au bout si vous avez des pratiques de code. Si vous redescendez sur du SQL, chaque fois que vous basculez sur la couche en dessous, chaque fois vous prenez un risque. Au moment où vous remontez, vous descendez pas. Alors, on connaît nos 3 premiers mousquetaires, les dataset, DataFrame et l'ancien RDD. Maintenant, quid du machine learning, parce qu'on ne veut pas faire que des jointures et des agrégations. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le module Spark ML, et voir si le 4e mousquetaire ne va pas apparaître comme par magie. Alors, quand vous tombez sur, quand vous chargez la dépendance à Spark ML, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que vous avez 2 packages. Un package ML et un package MLlib. En fait, la raison, elle est historique. C'est que le package MLlib se base sur les RDD, donc sur un petit peu l'ancien mousquetaire. Alors que le nouveau package ML, lui, a été refondu pour avoir ses capacités d'utiliser les data frames pour faire des traitements SQL, des choses un petit peu comme ça. Et surtout, bénéficier du moteur d'exécution
HTML2. Donc SparkML, il a vraiment une dépendance très forte à une librairie Scala qui s'appelle Breeze. En quelque sorte, tous les types que vous avez trouvés à l'intérieur de SparkML reposent quasiment intégralement sur cette librairie. On voit quelques aberrances, pas toujours très clair. Nous, ça nous a un petit peu gêné. Et donc, Breeze, lui, nous fait apparaître notre quatrième mousquetaire, qui s'appelle D'Artagnan. Et donc, D'Artagnan, lui, en fait, il introduit des vecteurs, qui s'appellent vecteurs, et des matrices, que vous pouvez utiliser soit en mode local, quand vous êtes sur un seul nom sur votre poste, soit vraiment en mode distribué. En quelque sorte, toutes les matrices et les vecteurs vont reposer derrière sur des datasets ou des dataframes pour avoir quelque chose vraiment de scalable tout de suite. Donc, je vais assez rapidement sur cette partie, mais donc, des vecteurs, vous en avez deux types. Vous pouvez faire des vecteurs denses si vous n'avez pas de trou dans votre série, ou avoir des vecteurs sparses. Vous précisez clairement où sont les trous dans votre vecteur. Et donc, l'intérêt d'utiliser le vecteur, donc de passer d'un vecteur SparkML, passer d'un array pur Scala à un vecteur SparkML, là où vraiment tout de suite vous basculez dans un monde beaucoup plus performant et beaucoup plus scalable tout de suite. Là, c'est vraiment l'erreur à éviter les gens qui débutent dans ça. Et puis la matrice, donc je ne vais pas toutes les détailler, mais quand vous voulez créer une matrice, évitez le array de double. Allez tout de suite chercher les types faits pour ça dans Spark. Donc ici, je vous ai mis l'index euromatrice. Donc en fait, la matrice, toutes mes lignes, on va les baquer par un RDD. Et là, je vais vraiment bénéficier tout de suite de D'Artagnan, de mon quatrième mousquetaire, qui ont des performances. En plus de ça, d'utiliser une matrice fournie par SparkML, vous bénéficiez de tout plein de fonctions qui vous est super utile pour le programme de data science. Ici, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez récupéré notamment quelques fonctions de statistiques bien pratiques pour faire du debug. Vous avez la capacité de calculer vos PCA directement, ça c'est plutôt sympa. Et aussi la SVD tout de suite sur vos matrices. Ça évite de les implémenter sur. Alors, plus fort que les 4 mousquetaires, vous avez le Bumblebee. Les transformers, donc c'est des structures qui sont fournies par le nouveau package de SparkML. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est des fonctions. Programmation fonctionnelle vraiment pure. C'est un peu le terme, donc c'est un petit peu la toolbox du data scientist, je dirais, qui va vous aider à travailler un petit peu vos data frames. C'est pour ça, au début de présentation, j'ai mis le petit slide préparation de données. Là, il faut toujours penser à l'entrée de vos algos machine learning. C'est une petite étape de préparation. Utilisant les transformers. Donc, la fonction qu'il faut appeler sur un transformer, c'est transform. Donc, vous avez une data frame, vous produisez une nouvelle data frame. Un petit peu de code Scala pour entrer les transformers. Ici, je crée une data frame donc à partir d'une séquence Scala. Je vais passer 3 chaînes de caractères. Et je vais utiliser un petit transformer basique qui s'appelle le tokenizer, qui lui va me découper tous mes textes en mots par défaut. Et je vais passer dans un nouveau champ de la data frame qui s'appelle Word. Donc j'instancie mon tokenizer, donc je crée ma fonction. J'appelle la méthode transform sur ma data frame d'entrée et j'obtiens ma nouvelle data frame toute bien travaillée avec mes mots découpés. Ça, c'est une fonction plutôt basique. Vous en avez vraiment une grosse toolbox avec un gros paquet de plein de fonctions. Et nous, quand on a débuté sur Spark, on a recodé par nous-mêmes. Et quand on les a découverts, on a dit ah mince, c'est un peu dommage. Donc tout ce qui est vraiment prêt à utiliser, donc le index to string, c'est typiquement vous avez une feature qui est sous forme de string, vous voulez la basculer dans un double ou un index. Vous appelez votre petit transformer to string, et bam, le data frame bascule. Vous avez aussi des petits packages pour la partie normalisation de données. Vous pouvez caler vos data tranquillement entre 0 et 1, vous avez toute la page de valeur privée, sans lui prendre la tête. Et SparkML vous amène directement la performance et l'implémentation. Autre structure qui elle est vraiment la fonction de base de SparkML,
qu'on appelle un estimator. Donc l'estimator, lui, il va prendre le data frame que vous avez vraiment préparé avec vos transformers, et via la méthode fit, il va vous créer ce qu'on appelle un modèle. Donc le modèle, c'est lui vraiment qui encapsule votre entraînement, tout ce que vous avez appris, pour pouvoir ensuite appliquer la deuxième data frame de transformation pour produire vos prédictions. Je vais prendre un petit exemple d'estimator. Donc ici, vous avez le word, pardon. Ici, vous avez le word to vec. Je vais faire un petit word to vec simple sur. Alors, là, j'ai déjà fait une erreur. Je me contredis. Donc, en préparant mes données, je n'ai pas utilisé le transformer. En fait, j'ai fait un split moi-même en ce cas-là. J'ai fait la première erreur. Tokeniser mon dataset, je l'ai fait à la main. Donc, ce code-là, c'est probablement moins performant à distribuer en utilisant le tokenizer Spark ML. Et ensuite, je viens créer un modèle où j'obtiens un word to vec qui prend mes textes en entrée, va produire une colonne de résultats. La fonction d'apprentissage, c'est le fit. Ici, mon modèle, je l'ai paramétré avec un vector size de 3 et un input à 0. Donc, je fais ma phase d'apprentissage à partir de la première data frame. Et ensuite, une fois que mon modèle est construit, j'utilise la méthode transform du modèle pour avoir mes prédictions. Un petit exemple basique. Donc, quand vous allez balayer toutes les possibilités de la doc de SparkML, vous allez retrouver des estimators pour tous vos use cases de machine learning, la classification, la recommandation, le clustering, la régression, etc. Il manque encore beaucoup de choses, on verra tout à l'heure, notamment le deep learning, les exemples comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, on va trouver vraiment des solutions. Dernier concept SparkML, ça vous lâche un peu plus que. En fait, une fois que vous avez défini vos étapes de pré-traitement sous forme de transformer et votre estimator, donc qui se peut être une régression linéaire, vous calez tout ça dans une pipeline qui va définir toutes les étapes de traitement. Donc là, vous avez vraiment une pipeline fonctionnelle, traitement SparkML, qui est tout de suite scalable. On va prendre un petit exemple concret de non distribué, pour un petit peu illustrer. Donc là, je vais me baser sur un dataset scolaire, sur des données Ozone. Donc ici, vous avez des données météo, avec un Maxo3, donc c'est probablement l'Ozone, je ne sais pas tout à fait à quoi ça correspond. Et puis une série de données avec des températures, quelques caractéristiques, et aussi des données qui m'intéressent, dont la forme m'intéresse pas trop, notamment la pluie. Alors j'ai inversé la pluie et le vent, pardon. Donc en fait, le vent, c'est le sens du vent, vous avez le nord-est là-dessus. Et donc, je vais essayer de construire une régression linéaire sur tous ces paramètres pour faire des prédictions sur mon axe 3 avec Spark. Ma première étape dans ma pipeline Spark, machine de traitement, est très simple, ça va être de créer ma data frame en entrée. Donc pour ça, je vais appeler ma Spark session, je vais appeler les méthodes de lecture, je vais chercher mon CSV sur le disque, et j'utilise le toDev, donc c'est simplement pour renommer les colonnes. J'obtiens le dataset. Donc ici, je vous ai fait l'inversion. On retrouve le sens du vent au bon endroit. Et aussi la pluie. Deuxième étape, ça va être d'améliorer un peu la colonne de vent, qui ne me plaît pas trop, parce qu'il y a aussi des données stream, donc j'aimerais bien les indexer. Donc je vais utiliser un petit transformer pour renommer ma colonne vent en label vent et l'indexer. Je vais faire la même chose pour la pluie. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça. Donc c'est un petit peu ma première étape, et donc j'obtiens une data frame avec que des champs vraiment indexés, qui sont vraiment prêts à rentrer dans le futur estimateur. Alors pour entraîner ma régression linéaire et faire mes prédictions, j'ai dit que j'allais baser mes prédictions sur toutes les autres colonnes. Je vais utiliser un vecteur assembleur, qui est aussi un transformer, et un vecteur indexeur, qui vont me regrouper un petit peu toutes mes colonnes ici dans le bon arrêt, et les regrouper pour vraiment passer ce champ-là en entrée de ma régression linéaire et en entrée de mon modèle. Tout ça, si j'avais voulu le faire en code Scala ou avec des abeilles SparkSQL,
Ça m'aurait pris beaucoup de ça. Puis l'autre petite... ça, c'est des exemples très simples. Mais quand vous allez pratiquer un petit peu avec les transformers et les estimateurs, vous allez voir qu'en réalité, tous ces petits setters, par exemple un set max catégorie A4, vous allez avoir vraiment tout le paramétrage standard associé au machine learning qui est vraiment présent. Donc vous avez juste un petit peu à chercher le nom du paramètre et à le coller. Et en général, ça marche quasiment tout de suite. Donc étape 4, attendez que ma data frame est prête. Donc, je vais mettre un petit tarmac, ça va bien, pas trop que ça décolle. Un paramètre ou un paramétreur. Et je lui dis que je voudrais prédire mes max 3 sur ma colonne de features que je viens de développer. Et tu me colles la prédiction dans un champ qui s'appelle max 3 prédiction. Dernière étape, on prend tous les éléments et on crée notre pipeline, on les recolle dans pour appeler la méthode fit de la pipeline. Et donc là, j'ai mon modèle qui est prêt. Une fois que mon modèle est créé, j'ai réalisé mon learning, il est distribué, donc c'est nickel. Je vais pouvoir faire mes prédictions via la méthode transform. Puis ici, vous avez affiché un petit peu mes prédictions. Donc, ce que je fais, c'est complètement, c'est un peu mobile. En fait, j'ai repassé le même dataset pour l'apprentissage que pour les prédictions. Fatalement, on est près avec le même résultat. C'était juste pour la démo et prendre l'exemple. Voilà. Et donc, autre fonctionnalité super intéressante des pipelines, qui montre bien que tous les algorithmes de machine learning aujourd'hui se standardisent énormément. En fait, on peut venir persister nos pipelines de traitement sur le disque. Donc ici, j'ai juste fait un write de mon modèle, où j'ai écrit. Donc je retrouve écrit sur mon disque les différents transformers et estimateurs composent ma pipeline avec les données conservées au learning. Donc je peux, a posteriori, venir relire mon modèle, avec l'entrée, et le réappliquer un petit peu. Vous avez un autre format de sortie qui est dispo sur certains modèles, ça s'appelle le PMML. En fait, c'est en quelque sorte un XML qui reprend les informations de votre pipeline, les exporte dans un fichier texte, et ça peut être reconsommé plus tard. Ce qui est vendu par Databricks, c'est vraiment... Il y avait des gens qui vont créer des modèles, des pipelines sous Spark ou sous Python, ou même PySpark, vont venir les persister en PMML, et après la partie data engineering, on sait ce qui est vraiment, récupère le XML, recharge le modèle, et tout ça sur le cluster. Après, c'est vraiment limité à certains modèles plutôt basiques, et le paramétrage entier, tout ça pour l'instant, c'est un cours de structuration. Mais ça peut être pratique dans ça. Et puis, dernier outil, donc, quand on a nos pipelines et nos modèles, on peut venir faire de la validation. On a eu un talk la dernière fois, c'était sur la partie incertitude et fiabilité. Donc, ça s'appelle des évaluateurs. Vous pouvez utiliser des objets tout prêts fournis par SparkML pour faire soit de la TC validation. Donc, je ne vais pas détailler tous les algorithmes, on peut faire aussi du CAFO de cross-validation, retenir une métrique et savoir après quel est le niveau de confiance, de certitude sur la validation. C'est plutôt pas mal. Donc ici, je vous ai mis l'exemple de cross-validation sur les datasets Ozone que je vous ai présenté tout à l'heure. En plus de ma pipeline, je crée simplement un petit objet qui s'appelle Regression Evaluator. Je lui demande quelles sont les métriques que je veux calculer. Donc ici, RMSE, c'est Root Mean Squared Error, c'est l'erreur quadratique numérique. Et donc je peux venir ici sortir l'erreur quadratique numérique. Ma pipeline de machine learning sur des productions. C'est plutôt intéressant de voir un petit package. Donc si je fais présenter un petit peu toutes les structures qui sont disponibles dans le package, si je fais le bilan d'une pipeline par rapport au modèle fonctionnel que je vous ai présenté au début du talk, en fait, quasiment tous nos types intermédiaires, la préparation, l'apprentissage, la prédiction, dans Spark vont être sous forme de data frame ou de dataset, pour des switches entre les deux points de données. Les seules choses vraiment qui changent, c'est la partie modèle qui, elle, a un type spécial qui s'appelle modèle, qui encapsule vraiment les données propres à votre learning, votre apprentissage. Et après, les deux autres choses vraiment à connaître, c'est que
ces objets-là, des fonctions transform, des fonctions fit, des fonctions si c'est un transformer ou un estimateur. Alors, on va prendre un petit exemple réel à grande échelle en Postman Modelizero, sur lequel on a galéré. Donc, c'est un outlier. C'est une use case de détection de données. On a des données qui font le suivi des prix, par exemple, d'un pneu donné sur différents sites internet. Les cours que vous avez ici, c'est pas les bonnes, mais il faut imaginer que je prends un ensemble de 15 ou 20 sites internet en Allemagne, et savoir si sur un ou plusieurs de ces sites, certains proposent des prix vraiment aberrants, sont vraiment hors normes par rapport aux autres. Donc pourquoi on a fait ça? C'est pas parce que c'est une donnée qui aurait un intérêt pour nos clients, c'est uniquement pour notre process. Donc si on a mal intégré des données, on a mal qualifié des données, en fait ça se retrouve plus tard dans notre chaîne de traitement. On a énormément de mal à le détecter à la main. Du coup, vu qu'on a des volumétries vraiment importantes, on cherche à passer par des outliers pour vraiment dégager toutes nos erreurs de qualification quasiment de manière automatique. Donc, les exemples que je vais vous présenter, c'est des travaux de recherche qui ont été faits dans le cadre d'une thèse, donc, qui était vraiment un succès pour nous, parce qu'on est jusqu'à la partie industrialisation. Donc, pour donner un petit peu une idée des volumétries, donc on va appliquer notre pipeline de machine learning sur un référentiel de 300 000 pneus dans le monde. Et sur chacun de ces pneus, on va regarder les séries temporelles sur 1200 sites marchands, c'est de voir ceux qui nous paraissent anormaux. Et pour la partie prix, donc la série temporelle sur des prix dans le temps, là on est sur un dataset de 10 milliards de corps qui fait 1 Tera 3 en compressé, donc ça commence un petit peu à pas trop tenir sur le machine. Donc pour gérer nos séries temporelles, donc sur le prix que nous sur Internet, et venir comparer, venir faire des comparaisons, ce qui a été proposé par notre R&D, qui est assez bien qualifié. Il y avait plusieurs façons de faire, hein. Soit une distance Euclidienne simple, jusqu'au fameux dynamic time warping, qui est un petit peu expliqué après ce que c'est. Donc on s'est dit, pourquoi de la DTW? Parce qu'en fait, on a des données qui sont vraiment bien qualifiées, de bonne qualité. Par contre, le suivi temporel, on a quand même énormément de trous. Donc, ici, si on avait vraiment de l'absence de données à beaucoup d'endroits, le premier test de calcul de distance euclidienne a montré qu'on trouvait des sites aberrants vraiment facilement, mais uniquement parce qu'il y avait des trous dans les time servers. On est parti sur de la DTW. Donc quand c'est arrivé sur la partie engineering, on était tous là, qu'est-ce que c'est la DTW, vraiment, comment ça fonctionne? Alors en fait, c'est plutôt simple quand on l'explique. C'est une approche matricielle. Donc je vais comparer deux sites internet, l'un avec l'autre. Donc je vais venir mettre les prix du premier sur mon axe en X et les prix du deuxième sur mon axe en Y. Je vais coller ça dans une matrice. Et ensuite, l'algorithme de dynamic time warping, lui, il part en fait vraiment de l'abscisse 0. Il va regarder un peu plus ça, les valeurs qu'il a autour de lui, donc il a une fonction mathématique. Et il va rechercher vraiment la distance minimale en faisant la somme pour trouver en fait vraiment la valeur de correspondance. Puis en fait, votre résultat est en bas à droite. Je vais mettre les fonctions mathématiques. Donc, je suis désolé, un petit peu flou. Et surtout la transposition en Scala. Donc, ici, on est parti sur des matrices Spark-ML. Et donc, c'est un algo qui. Je ne suis pas certain de ce que je dis, mais je crois qu'il y a une complexité quadratique. Ici, vous avez des fonctions puissance et des fonctions racines derrière. Le tout sur des matrices potentiellement énormes, parce que nous, on a une historique depuis 2009. Donc si vous prenez le nombre de jours depuis 2009, ça peut tout de suite faire une matrice 3000 par 3000 sur un ensemble de 300 000 et 1200 sites marchands. Je ne sais pas jusqu'à combien ça va, mais c'était un petit peu difficile. Et donc la DTW nous donne ce qu'on appelle un poids. Donc, le poids entre deux sites marchands, plus le poids sera important, plus il y aura d'écart entre les deux séries temporelles. On les compare tous un à un.
Et ensuite, ce qui a été choisi pour la partie clustering, c'est l'identification des sites aberrants par rapport aux sites. Enfin, séparer les sites aberrants des sites qu'on considère comme normaux. Ce n'est pas le k-means standard qu'on est parti sur du k-médoïde. On a plein qui est plutôt pratique pour les outliers, qui a vraiment des postés à minimiser l'erreur quadratique. Donc, en fait, on va vraiment pousser dans un coin tout ce qui est aberrant et garder un gros cluster avec tout ce qui est normal. Et donc, fatalement, c'est utiliser les poids de la DTW. Donc, ce qui a été demandé par la R&D, c'était de la DTW et du k-médoïde. Et donc, là, en fait, j'étais super déçu, c'est que SparkML ne propose ni d'un DTW, ni d'estimateur tout près pour faire le k-médoïde. On a été un petit peu désemparés, on a dit bon, on va essayer de le faire par nous-mêmes. On a quand même pu coller une bonne grosse partie des algos, après beaucoup d'essais très chaotiques, donc, notamment sur la gestion matricielle de la TTW. Au début, on est parti sur des arrays de double. On a côté des OM de partout, enfin des auto-memory exceptions. Driver, ça se passait vraiment mal. Donc ça nous a permis quand même de nous former sur la partie SparkML. Donc on a utilisé ce qu'on appelle des coordinate matrices. Donc la coordinate matrice, elle vous fournit des accessoires à tout près pour X et Y. Donc en fait, Spark balaye vraiment votre matrice, même si elle se repose de façon très rapide. Vous pouvez tout de suite fournir votre algorithme itératif sur la matrice de façon beaucoup plus performante que si vous étiez en classe. Et pour la deuxième phase, donc la partie clustering, donc vraiment l'implémentation du k-médoïde de lui-même, on a essayé de faire notre propre estimateur à la main, par analogie avec ce qu'on voyait vraiment dans la librairie, quand on regarde le source. On y a passé pas mal de temps, beaucoup galéré, et au final, on a réussi à le faire. C'est moi quand on a fini. Et ce qu'on a vraiment noté dans cet effort-là, c'est vraiment le gros intérêt de la dataset API, de se reposer sur un système de type. Ça nous a vraiment aidé à comprendre les choses et à comment on composait nos clusters. Vraiment, qui était le sens de donner une DTW et tout notre paramétrage. Et du coup, très content de cette API. Autre intérêt, la programmation fonctionnelle. Ça, c'est pas non plus dispo côté SparkML, parce qu'on a pu appliquer des fonctions de pénalité dans notre clustering, un petit peu maison. Donc, on est parti sur certains systèmes un petit peu. Donc, la thèse, elle est dispo sur Internet, je peux vous donner le lien. On a des fonctions d'entropie et ridge assez classiques. Et sinon, on a fait du clustering à deux niveaux, donc tout gain, avec du produit et du. Comparer un petit peu. Donc l'approche fonctionnelle, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a fait une fonction quasiment pour chacun des algos, et après dans la data frame, on peut appliquer les 4 colonnes, et les appliquer à votre fonctionnement quasiment serial et beaucoup en mode distribué. Donc c'était vraiment super intéressant en termes de temps d'examen. Donc il y a un petit bilan de cet implème. On l'a fait tourner sur un cluster Cloudera Sino avec 128 Go de RAM par machine. On a mis 25 heures en moyenne, c'est 25 heures de traitement. Calculer nos 310 pneus sur tout notre système. Avec, conséquence logique, 98% du RAM juste pour la DTW, en fait, le clustering derrière. Une fois que les matrices sont résolues, c'est quasiment que dalle. Si on regarde la CPU, on est à 30% en moyenne, donc ça veut dire que peut-être pas si bon que ça sur le scaling. Après, pour l'instant, le temps de 25 heures, il est acceptable chez nos traitements. Ça va. Et nos prochains steps qu'on voudrait vraiment pousser, c'est la partie d'évaluation, c'est de dégager nos propres métriques de clustering et aussi faire un petit peu une partie data vise pour pouvoir exploiter les résultats. Ça sera peut-être l'occasion d'un stage ou d'un prochain travail de. Ici, vous avez mis le succès. On a mis 3 mois à obtenir ce diplôme, je te fier. Ça, c'est notre batch Spark, avec notre pipeline maison, nos matrices de DTW, notre outlier, avec one day, one hour, 1 minute et 26 secondes. Pour certains, de créer le dataset.
ces résultats, ils étaient vraiment super encourageants. Surtout, ce que je voulais souligner, et qui est important dans la démarche de l'entreprise, et s'il y a des managers parmi vous, pousser aussi dans ce sens. On a eu vraiment cette collaboration entre R&D et IT, donc Data Science et Data Engineering, les deux mondes. Mais en fait, sans ça, quasiment rien n'aurait pu être possible. Et du coup, je vous invite à, vraiment, si vous avez l'occasion, de pousser vraiment toutes les approches agiles, méthode itérative, et aussi le concept de Data Lake, pour justement poser un petit peu la glace de ces deux mondes, et vraiment collaborer au maximum pour faire des formations et avancer sur le ski. Alors Spark, ML et Scala, c'est très bien. En fait, on peut trouver d'autres alternatives. C'est un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on a eu des formations sur une bibliothèque Scala qui est super intéressante, qui s'appelle Smile, qui est vraiment beaucoup plus riche que toutes les pipelines de Spark ML. Vous avez des algos très poussés avec beaucoup de paramétrage. Vous avez vraiment 3 jours de formation pour tout balayer. C'est intéressant. Vraiment beaucoup de docs, pas mal de notebooks pour faire de la data vise et se rendre compte de ce que ça fait. Par contre, en contrepartie, elle est entre guillemets Eureback, donc ça veut dire qu'elle repose que sur Scala et pas sur Spark. Vous allez avoir pas mal de cas, plus de difficultés à la scaler de façon automatique. Par contre, c'est du Scala, il n'y a rien qui vous empêche de faire cohabiter les deux. Ce sera un petit peu plus difficile. Autre librairie qu'on a testé, qui nous a pas mal intéressé, c'est un petit Saddle, qui peut faire un petit peu avec l'analogie avec Breeze, qui est de sous Spark ML. Ça fournit également des vecteurs, des matrices, qui ne sont pas distribués, mais qui sont très performants et très intéressants, et qui vont vraiment très bien pour des use cases de préparation de data. Par contre, on a trop de maintenance, c'est un projet aujourd'hui, un petit peu à l'arrêt, trop de maintenance. On est un peu inquiet aussi en termes de production. Et aussi, pour autre alternative, donc on n'a pas trop mis d'exemple de deep learning aujourd'hui. J'essaie d'en faire un petit peu en perso, donc je me suis pas mal intéressé à la deep learning fongique, qui est vraiment très mature, très stable, et super vivant. Et qui surtout vous fournit une Scala API en natif. C'est vraiment sympa. Un petit projet qui est tout nouveau dans l'écosystème Apache, qui s'appelle MXNet, c'est très bien, qui est en incubation, et qui fournit une API Scala dans le projet principal, mais qui est quand même assez pythonique. Vous n'avez pas un typage très fort, vous n'allez pas retrouver l'équivalent de la dataset API avec tout le confort qu'on peut avoir sur Spark. Et dernier truc super intéressant, vous avez un module TensorFlow Scala. Donc, même si vous ne connaissez pas Python ou d'autres choses, vous avez une espèce de wrapper au-dessus qui va piloter les fonctions Python des TensorFlow. Et qui permet de créer également des pipelines ou des tensors sur cette partie-là pour faire du deep learning. Je vous ai mis une petite référence sur point.io. C'est un blog où une personne très expérimentée sur le deep learning et sur Scala présente un petit peu ce que vous pouvez faire avec des tutos, donc si ça vous intéresse. Vous pouvez aller acheter les méthodes. Alors, pour faire un petit bilan, un Rex sur l'écosystème, ce que je vous ai présenté, je mettrai une petite flèche verte sur Spark 2, vraiment la capacité data frame et dataset, enfin, tout le confort que ça vous apporte, aussi la fiabilité et la robustesse et les performances de Tungsten. Mais ce que je vous ai présenté le use case de l'Outlayer, je trouve qu'en fait, Spark ML en soi est très bien. L'implication des librairies est très bien pensée. Par contre, ça reste vraiment pour des use cases simples, des régressions linéaires basiques, quelques word-to-vec assez simples. Il ne faut pas vraiment avoir du paramétrage poussé. C'est ce qu'on a vu typiquement dans notre API, la DTW, donc on a implémenté beaucoup de choses par nous-mêmes. C'est un peu décevant. Et aussi un petit bémol sur toutes les solutions alternatives. On a exploré, on trouve plus riche. Après, voilà, la contrepartie par rapport à Spark, c'est que quand vous passez dans le monde distribué et dans le monde scalable, c'est beaucoup plus difficile à scaler. Je reste très
significatif quant aux prochaines versions de Spark. Ce que ça peut apporter en termes d'enrichissement sur le pipeline. Voilà, donc pour conclure, je vous propose une dernière pipeline. Vous avez 2 questions. Pizza, 2 biens. Le TensorFlow, par exemple, le TensorFlow Scala, il lance du Python, c'est ça ce que tu as dit? Ouais, alors, concrètement, Scala crée une machine virtuelle Java qui va piloter celle de Python, qui va lancer des chaînes. On peut tirer par les cheveux. Une question qui peut peut-être ressembler à un troll, mais c'en est vraiment pas un, c'est une vraie question que je me pose. Quel intérêt aujourd'hui à faire du Scala plutôt que du Java Une vraie question. Est-ce que tu peux répéter la question? Alors, je vais répéter la question. Quel est l'intérêt de Scala par rapport à Java, pure Java? En fait, j'étais à Scala Days la semaine dernière, et donc on a posé cette question au créateur de Scala, justement, et aussi la comparaison par rapport à Kotlin, par exemple. Donc, il a dit la réponse, elle n'est pas vraiment dans l'utilisation ou dans le langage lui-même, mais vraiment dans tout l'environnement et l'outillage qu'il y a autour. Notamment, Spark, c'est un exemple, parce que les API Spark pour Scala sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus riches. Et si on sort du machine learning, vous avez par exemple des API Kafka ou vraiment plein de choses qui sont beaucoup plus intéressantes, et toute la partie de tooling, c'est vraiment Et à quel moment cette partie tooling qu'on a en Scala aujourd'hui va être écrasée par le fait qu'il n'y a pas d'invoke dynamique depuis Java? En termes de perf, ça a un vrai impact? Alors, la partie performance de Spark et de Thanksgiving, c'est une grosse question. Donc, le Scala repose sur Java et sur la JVM. Donc en fait, ce qu'ils ont fait dans Thanksgiving, c'est un peu toute la partie Spark 2, c'est qu'ils se sont débarrassés complètement justement des objets Java. Ils ont tout réécrit eux-mêmes pour faire du refit et tout plein de choses super performantes. Et justement, on se pose beaucoup de questions sur toute cette partie effectivement dynamique ou la partie semi spin safe, elle va probablement disparaître. Les nouveaux gîtes qui arrivent en Donc, à Scala Day, il y a aussi beaucoup de questions sur. Aujourd'hui, la dernière version de Scala, c'est 2.13. Spark, lui, est bloqué en 2.11. En fait, les montées de version ne se font pas. Donc, qui prendra en charge les montées de version futures? Ça reste un gros débat. Et j'attends beaucoup, justement, du Spark Summit en juin. Là. Enfin, est-ce que la communauté prend en charge? Est-ce que les sociétés prennent en charge le portage? Comment tout ça continue? Et comment on peut avancer sur ces études? Ouais, mais on est quand même dans le flou pour le moment. Enfin, il y a quand même un truc en train de se passer. Clairement, il y a un gros flou. La bataille Java, Kotlin, Scala, Python, c'est le moment de donner. Justement, d'où l'intérêt de se former. Le Word2Vec que tu as utilisé, c'était le Word2Vec de Java, non? C'est Ah l'objet non, Java? c'est le Word2Vec Scala Spark. Scala Spark. Spark ML, Scala. Ah, ils ont. Ok, d'accord. Cet objet Word2Vec, c'est. Je sais plus où il est là. Ah, je mets un new volontairement. Direct. Je sais même pas si c'est une caisse classe. Je pense pas que ça en soit une. Parce que, bon, je ne sais pas si c'est le Java, parce que c'est le même objet que Java. Clairement, dans l'API Java, tu vas utiliser les mêmes classes et les mêmes noms. Quasiment aucune différence. Le seul truc qui va changer, c'est la partie typage, et puis tu vas travailler la partie inférence, donc c'est obligé de l'écrire. Ah, pardon, excuse-moi, je. Comment vous faites pour récupérer le pricing des différents sites? Alors, grosse question. Donc, en fait, Faut répéter la question. Ah, pardon. La question, c'est Viséo, comment on fait pour récupérer le pricing des différents sites? On a une partie collecte de données, on fait nous-mêmes. Et on a aussi une grosse partie qui arrive par des partenaires. Donc, c'est des bases de données qu'on achète. Je sais pas quand tu avais fait le projet, mais du coup, est-ce qu'une migration sur Amazon SageMaker a été envisagée ou pas?
Alors, je ne connais pas du tout cette technologie. C'est pour faire du machine learning sur Amazon, du coup. Ah, sur AWS. Ouais, sur AWS. Et du coup, c'est quoi dessous ça? Est-ce que ça a été fait avant la disponibilité de SageMaker, le projet? Ouais. Et si ça a été fait avant, est-ce que du coup une migration est envisagée? Parce Alors, que là, ça tombe sur un cluster Cloudera, justement. Alors aujourd'hui, pourquoi pas EMR, par exemple, sur Amazon EMR? Alors aujourd'hui, nous, en cloud, on est chez OVH. Ok. On a nos propres infra, du coup, Cloudera, on le exploite nous à la main. Par contre, aux États-Unis, notre filiale, on a déjà du Amazon. On a des solutions de stockage type vertical. On commence un peu à s'y mettre. Effectivement, c'est une très bonne piste. Moi, je suis très Google, je sais pas. Je dois pousser spécialement dans ce sens. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez à peu près le cluster qui a été chargé qu'à 30%. Aujourd'hui, vous savez pourquoi ou ça reste assez flou? Alors la question, c'est notre CPU est bloquée à 30% et on ne sait pas pourquoi. Pour l'instant, je pense que c'est sur la partie. J'ai pas détaillé tout mon code. Mais je pense savoir pourquoi. C'est sur la partie pré-agrégation. Je vais expliquer ça simplement. Quand je partitionne mon dataset, je vais le grouper par nœud et par website. En fait, je pense que ici, du coup, je construis des matrices. Enfin, ma clé de partitionnement va faire que je vais tout rassembler sur un nœud. Ensuite, ma matrice va s'étendre en fait. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, je pense que je vais peut-être essayer cette technique-là, d'avoir des matrices plus petites, qui calculent mes GTW de façon plus intelligente, et qu'en gros, les matrices tiennent sur un seul nœud pour mes couples tailleurs les deux comme ça. Et comme ça, en fait, j'aurai vraiment une CPU d'accès, je pourrais résoudre tous dans ce sens. Je pense que c'est quand il résout la matrice, et ben, il a peut-être deux données sur un autre nœud, donc un petit temps de réseau pour aller chercher la donnée, ça revient. Et puis, bah, ça fait pour l'instant. Tout ça se voit en activité réseau si on a des nœuds qui n'ont pas les mêmes données. Alors, la question c'est est-ce que l'activité réseau se voit? Donc en fait, dans la Spark UI, donc c'est la petite IHM, vous avez la liste de vos exécuteurs. C'est tous vos programmes Spark qui tournent, on a distribué. Vous pouvez voir ce qu'on appelle le shuffle. Il y a les shuffle in et shuffle out. Donc en fait, c'est les données qui rentrent dans l'exécuteur et qui sortent. Si vous avez un dataset de 30 Go et 500 Go de shuffle, c'est que fatalement, le truc qui est mal partitionné, vous n'avez pas les choses de façon. Par rapport à la méthode pour votre équipe écrite, pour les indicateurs de performance, est-ce que vous est possible de directement reprendre ceux qui sont déjà dans Spark Scala ou vous comptez les réécrire pour affecter les cas d'usage? Alors la question c'est par rapport à l'évaluation, si j'ai bien compris, par rapport à l'évaluation de notre modèle sur la partie outlier, est-ce qu'on peut réutiliser les évaluateurs disponibles dans SparkML pour nos propres modèles? Aujourd'hui, la réponse c'est tout de suite, enfin sans écrire de code, c'est non. En fait, on s'est reposé sur la même modélisation, on n'est pas sur les mêmes API. Et ce qui se passe pour les évaluateurs, donc, si je vais prendre l'exemple que j'avais mis à la fin, en fait, chaque évaluateur est propre à un modèle. C'est-à-dire que si je fais ici une régression, on a besoin d'une régression évaluateur. Moi, pour mon use case de outlier que j'ai moi-même implémenté, SparkML, on proposera pas d'outlier évaluateur, ce que j'ai fait. Donc, c'est c'est complètement l'idée, et c'est exactement ce qu'on veut faire. Je vais vous présenter ce qu'on prend comme le temps pour le faire. C'est en cours. Je suis en train de former sur Spark et du coup j'ai vu qu'il y avait des random forestry, des algorithmes clés en main. Et je voulais savoir si c'était possible, comme sur TensorFlow, de proposer sa propre architecture en mettant des flux de convolution, Mac, etc. S'il y avait moyen de plus customiser en fait ce qu'on fait. Alors, la souplesse d'intégration sur les pipelines, je reprends ma chambre. Je suis jamais vraiment jusque ici là. Ce qui est vendu, c'est que ton dernier élément, c'est un estimateur. Vraiment, lui sort ton modèle. Pour faire de la composition, en quelque sorte, le seul moyen que tu as, c'est d'être en dehors de SparkML. C'est que tu sors toi-même ta data frame, et tu repousses une data frame. Tu vois plein d'exemples où ils vont faire une régression linéaire en entrée, faire une prédiction.
après cette réduction, ils vont la remapper dans un autre use case de clustering. Je pourrais imaginer que tu peux le faire. Par contre, il n'y a pas d'appli vraiment clé en main. C'est moins souple au Keras sur. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce qu'il est possible d'enrichir un modèle à partir d'un modèle qui serait déjà enregistré sur le disque? Alors, la question, c'est est-ce qu'il est possible d'enrichir un modèle à partir d'un autre modèle qui est déjà persisté sur le disque? Alors, je reprenne l'exemple de persistance. Donc, en gros, si je comprends bien ta question, c'est si je vais ici recharger mes 5 étapes, est-ce que je peux, je sais pas, par exemple, foutre une autre étape entre le 1 et le 2? Ici, je reviens un petit peu enrichir mon paramètre. C'est bien ça la question. Je ne sais pas vraiment ce que c'est les étapes stage. Mais alors ici, les 5 stages que tu vois ici, en fait, c'est ce qui compose ta pipeline un peu plus haut. C'est ces 5 étapes. Et en quelque sorte, les 3 premiers transformers qu'on a mis, et 4, pardon, et la création du modèle. Non, moi, ma question, c'était plutôt est-ce qu'on peut enrichir le modèle avec des données plus récentes, ou est-ce qu'on est obligé de recalculer le modèle en entier? Alors, tu peux, quand tu as ton modèle, tu peux le refitter, donc tu peux recall ta méthode suite. Par contre, ça va récraser tout ce qu'il y a dedans. Tu peux le rentraîner, mais. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de l'organisation des équipes et vous avez fait le choix aujourd'hui de ne pas faire tout ça dans le cloud. Comment est-ce que vous organisez, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup d'ops, beaucoup de choses pour gérer tous ces clusters, toutes ces datas. Comment vous êtes organisé pour que ça fonctionne? Alors, la question, c'est vis-à-vis de notre organisation, comment on est organisé pour faire de l'agilité et aussi, vu qu'on n'est pas dans le cloud, comment on intègre nos apps. Donc, notre méthode, nous, c'est du Scrum, de particulier. On liste toutes nos tâches dans un Kanban qui sont priorisées par des parties productionneurs. Et on a aussi une partie Scrum, donc c'est le stand-up critique le matin, où on remonte les problèmes. Et on intègre en fait des ops un peu transverses et médicaux pour nos problématiques de déploiement et de création de clusters, de maintenance, etc. C'est quoi des ops transverses? C'est-à-dire qu'on a une équipe d'ops pour tous les projets de visio, aussi bien du big data que la R&D, que la partie résultat. Et ces ops sont en quelque sorte transverses, donc eux ils gèrent tout le parc. Et quand il y a un besoin métier, on les intègre au stand-up ou non, et les projets. Ça se passe bien ou... Ça se passe plutôt bien. On est quand même on est quasiment full Ansible sur tous nos projets. Donc, alors j'ai fait un schéma très réducteur de visio au début, on a quand même un parc applicatif. Je sais pas combien, mais 150-200 applications, des bases de données partout, du big data, du pas big data, tu n'as pas que du Scala, mais aussi des sites même, du PHP, plein de choses. C'est très très riche. Et du Java aussi. Ça t'intéresse. Bon, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup.